là, c'est le jeu original qui tourne. Je fais une petite partie vite fait, et puis après, je vous montre comment convertir cette borne avec un PC. Allez, je vous montre la conversion. Alors, la première étape, ça va être de débrancher le système d'origine. Donc, ouais, je montre vite fait. C'est donc une borne toute d'origine. Tout ce que j'ai fait pour le moment, c'est mettre une multiprise raccordée à l'arrière proprement. Voilà, c'est la seule chose qui n'est pas d'origine pour le moment. Et donc, étape numéro 1, c'est enlever le système. Et on va aussi enlever la l'IO board, puisqu'on va la remplacer par un méga adapteur. Voilà, je fais ça de suite. Voilà, donc j'ai enlevé l'IO board qui était là. Donc il y avait 4 câbles. Il y avait ces deux là, et les deux noirs un peu plus grands, comme ça, plus le câble JVS. Le câble JVS, on va pas s'en servir. On va se servir que des 4 autres. On mettra le méga adapteur à la place. Et là, j'ai enlevé le système et j'ai mis à la place tous les éléments qui vont nous servir. Donc je vais vous les montrer vite fait. Donc on veut passer à un PC aussi. Donc il faut commencer par avoir un PC. Moi j'en ai pris un pas très puissant. C'est un Optiplex 3020. Dedans il y a un i5 de 4ème génération et pas de carte graphique. Ça devrait suffire pour faire tourner jusqu'au modèle 3, peut-être Naomi à essayer. Il faut garder clavier souris dans un premier temps. Câble d'alimentation et câble vidéo, qui peut être VGA, HDMI, peu importe. Ensuite, donc il y a le méga adapteur qui est là. Il va remplacer l'IO board. Les 4 câbles dont je vous parlais, on va les brancher là. Voilà. Ensuite, il y a le vidéo amp qui va servir d'adaptateur vidéo pour pouvoir envoyer le signal à la bonne fréquence sur l'écran CRT. Il est déjà réglé en 31 kHz puisque mon écran d'origine est de 31 kHz. Et là, j'ai rajouté un câble qui est optionnel. C'est juste pour pouvoir alimenter le vidéo amp. Donc il y a deux façons de l'alimenter, soit avec un câble, soit sur le bornier. Donc là, c'est une entrée 5 volts. Moi, ici, sur le méga adapteur, j'ai une sortie 5 volts. Il suffit de les relier pour alimenter. Mais l'autre façon de faire, c'est de brancher un câble USB ici. Et ça alimente aussi. Voilà, moi, c'était pour économiser les câbles USB. Voilà, ensuite il faut le SSD. Là j'ai SSD de NJZ3, une des dernières versions. La particularité là, c'est que j'ai dupliqué un disque qui était pour une borne 24 kHz. Donc il y aura un petit peu de manip à faire, ce sera l'occasion de vous montrer. Un câble jack vers RCA pour l'audio, puisqu'on va réutiliser les câbles RCA d'origine qui étaient branchés sur la Naomi. Ensuite, là c'est pour la partie retour de force. Donc là, tout seul, le méga adapteur il gère pas le retour de force, puisque c'est Back Force Feeder c'est le PC qui va régler, qui va le piloter directement. Par contre, pour une carte MIDI, et j'ai une carte MIDI dans les Initial D, c'est des cartes MIDI. Donc il faut transformer l'USB en MIDI. Et pour faire ça, j'ai pas trouvé sur internet de câble qui soit adéquat pour transformer l'USB en MIDI. Il y a forcément du bricolage à faire. Du coup, j'avais dessiné une petite carte qui permet de transformer
l'UART en MIDI. Et du coup, cette carte, il faut la connecter à une carte qui s'achète sur Internet et qui transforme l'USB en UART. Et donc, avec tout ça, on a bien quelque chose qui fait USB vers MIDI. Voilà. Ensuite, ça, c'est le câble USB qui communique avec... donc, pardon, je vais pas être plus clair. Ça, c'est ma solution, mais qui est en 2 cartes. Et après, il y a la solution, mais que je vais garder parce qu'elle est plus pratique, je trouve. C'est la solution de NJZ3, donc, où tout est sur une seule carte. Donc, cette carte, on l'utilise en branchant ici l'USB qui va vers le PC. Et ici, sur le connecteur MIDI, il y a un connecteur MIDI, un connecteur RS. Donc là, en bas, on voit MIDI. Je vais connecter un câble là qui va aller directement à la servo board au niveau du connecteur qui est ici. Donc normalement, il y a ce câble là qui est branché. Je vais enlever. Là, on est sur le CN2 qui a 8 pins. Le pin 1, il est à droite, c'est la petite flèche blanche. Le pin 8, il est à gauche. Et on verra que c'est là qu'on ira se brancher. On ira se brancher donc avec ce câble dont une extrémité va sur la petite carte bleue et l'autre c'est marqué CN2 et de l'autre côté il y a marqué 8 et 5. Donc ça dit sur quel pin il faut se brancher quoi. Donc il faudra se brancher sur la gauche du connecteur. Voilà. Et ensuite, ça c'est le câble USB du méga adapteur. Et je crois que je vous ai montré tous les éléments. L'étape suivante, c'est de connecter tout ça dans la borne. Je vais faire ça de suite. Voilà, je viens de tout brancher dans la borne. Enfin, pas tout, mais pas le PC encore. Mais les cartes en tout cas. Donc, le méga adapteur avec ses 4 connecteurs qui se branchent facilement parce que c'est exactement dans la même orientation que sur la Lio board d'origine. Donc ça se met tout seul et c'est détrompé, donc on peut pas l'insérer à l'envers. Son câble USB, j'ai rajouté une petite rallonge pour pouvoir arriver dans la zone où je mettrai le PC. Ensuite, au niveau de la servo board, comme je vous disais, ici on voit que le 8 est en face du pin 8, le 5 en face du pin 5. Ça va sur la petite carte de NJZ3 sur la zone MIDI, puisque c'est une carte MIDI. Ensuite l'USB qui part à proximité de là où il y aura le PC. Le connecteur jack RCA de tout à l'heure que j'ai connecté au câble RCA d'origine. Et voilà, je crois qu'il y a tout, il n'y a plus qu'à installer le PC. Dans le PC, j'ai mis le SSD que j'ai pas encore lancé, donc vous pourrez tout voir comment ça se passe. Il n'y a plus qu'à mettre le PC dans la borne ici. Maintenant, c'est le PC qui est placé, donc il est alimenté à la multiprise, ça arrive là. J'ai mis le câble VGA parce que moi, c'est un PC avec sortie VGA, et ça va sur le VGA in du vidéo amp. En VGA out, c'est le câble d'origine VGA de la borne. Et donc, pour rappel, c'est alimenté par le méga adapteur, mais si on met pas ça, il faut rajouter un câble USB ici. J'ai mis le jack audio, donc ici, qui vient se connecter sur la fiche verte classique. En blanc, c'est le convertisseur MIDI pour la servo board. Et en noir, c'est la rallonge pour le méga adapteur. Voilà. Donc là, on a tout. On a tout sauf clavier souris. Et du coup, je viens de les brancher. J'ai un peu remanié là où c'était branché. Mais... Donc ça, c'est clavier et souris que j'ai fait passer sous cette barre pour pouvoir ensuite refermer le capot du siège et pouvoir faire mes manips assis tranquillement devant la borne. Une dernière petite chose, c'est du détail, mais cette carte-là, si on veut pas qu'elle traîne comme ça, c'est purement esthétique, on peut venir la visser ici sur le méga adapteur pour faire un peu plus propre. Voilà, il y a des trous, on peut mettre des entretoises et le fixer ici aux trous qui sont ici. Voilà, c'est pas très net. Voilà, ça y est. Donc là, on va pouvoir refermer le siège et on va pouvoir mettre sous tension. Juste avant ça, j'en profite pour vous montrer cette carte là. Donc cette carte s'appelle Control Panel Mini, c'est la version 2. Elle permet de pouvoir simuler un panel avec beaucoup trop de boutons.
Donc là, il y a tous les boutons possibles que l'Arduino peut prendre en compte. Donc c'est plus de boutons qu'un panel d'origine, mais ça peut servir. Par exemple, si on utilise un shifter de délo ou si on veut rajouter des boutons annexes, on pourra tout tester avec ça. Et en fait, donc, on voit qu'il y a bouton coin 1, test, service, tout ça là. Il y a absolument tous les boutons possibles. Sous chacun, il y a des LED, ce qui permet là pour le coup de faire du diagnostic. Donc en gros, on peut mettre ça dans le méga adapteur, alimenter uniquement l'USB, pas besoin d'allumer la borne. Et ensuite, quand on va manipuler le levier, quand on actionne, là, on pourra vérifier que l'input il arrive bien jusqu'au méga adapteur. Ça permet de faire des tests de continuité notamment et de vérifier son câblage qu'il est bien OK, que les bons trucs arrivent aux bons endroits. Et ça permet aussi, mettons, si je prends le PC, je l'amène dans mon salon avec un écran LCD par exemple, je prends un méga adapteur et je lance tous mes émulateurs, et ben, je vais pouvoir commander faire les inputs des jeux grâce à ça, sachant qu'on peut le déporter. Donc là c'est prévu pour être inséré comme ça, ici. Mais on peut très bien rajouter une nappe avec le bon nombre de fils, ça se fait facilement, pour avoir ça à distance et faire les manips du PC, pas forcément dans la borne. Voilà. Donc ça, je vais le brancher juste pour la démo, je vais le brancher là, et on va tester les commandes une fois sous tension. Voilà, je viens de mettre sous tension, juste pour la démo du coup là. Quand je fais ça, est-ce qu'on voit l'arrière-plan? Ouais. On voit que le shift down, shift F pardon, s'allume. Là je fais shift down, voilà. Je vais appuyer sur le bouton start du panel, ça marche. View, et ça marcherait aussi avec test et service. Je le fais pas parce que c'est un peu loin de moi. Mais voilà, pour l'idée comment ça peut marcher. Maintenant je vais l'enlever parce que ça va pas servir vu que je vais faire mes tests dans la borne. J'ai oublié de dire que tout en bas là, il y a aussi toutes les lampes que peut gérer Backforce Feeder. Et donc, sachant que j'ai choisi les couleurs qui correspondent à un panel 4 boutons, genre Daytona, Scud Race, Daytona 2, tout ça. Ce qui fait que j'ai le start qui s'allume en jaune, ici ça s'allume en rouge, enfin bref. Je me suis amusé à faire ça. Mais du coup, on peut tester les outputs hors borne, voir s'ils sont commandés comme il faut. Et aussi parfois lever le doute de s'il y a un souci de configuration ou si c'est une ampoule du panel qui serait HS par exemple. Voilà. Je viens de démarrer la borne. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est partie logicielle. Windows démarre. Et là, c'est le SSD de NJZ3. Donc, automatiquement, il y a Backforce Feeder qui va se lancer et aussi Hyperspin. Et du coup, on va quitter Hyperspin dès qu'il se lance pour pouvoir faire les manips. Donc là, on a vu Backforce Feeder. Et dans un instant, on va voir Hyperspin. Voilà. Donc là, je fais échappe. Et je fais V pour valider le fait de quitter. Voilà, donc j'ai quitté Hyperspin. Première chose à faire, c'est régler la langue qui va bien. Parce que par défaut, c'est peut-être en anglais. Donc pour ça, on va ici, il y a peut-être marqué ENG. Là, j'ai fait juste avant. Donc pour changer, on clique dessus. On va dans Préférences linguistiques. Et on choisit ici entre anglais et français. Voilà, ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de régler la bonne résolution pour tous les émulateurs. NJZ3 fait des scripts pour ça, donc on ouvre les documents, enfin l'explorateur de fichiers, on va dans Racecab, dans Utils, et là il y a tout plein de points bat avec les résolutions. Moi j'ai un écran CRT 31 kHz et qui affiche du 640 par 480, donc je vais lancer ce point bat. Voilà, c'est fait. Là, tous les émulateurs sont dans cette résolution et donc seront en plein écran à la bonne résolution quand je jouerai. Hop, là on voit mieux, voilà. Ça c'est à faire si vous avez dupliqué votre SSD depuis une résolution autre. Si vous l'avez pris au niveau, si c'est NJZ3 qui vous l'a envoyé, normalement il a déjà fait cette manip, donc elle est potentiellement optionnelle.
Encore une petite chose importante, je vais vous montrer comment activer votre licence Backforce Feeder. Si on l'a pas, il y a des pop-up qui apparaissent dans Windows et il y a des freezes dans les commandes. Donc il faut prendre une licence et l'activer. Donc qu'on l'ait payé ou pas, il faut aller dans à propos, prendre ce machine ID et l'envoyer par mail à bff.register@gmail.com, qui est l'adresse de NJZ3. Il vous enverra par mail un fichier. Et ce fichier, il faut le mettre dans, on ouvre l'explorateur, dans document Backforce Feeder. Voilà, document Backforce Feeder. Il faut le mettre ici, il faut le coller ici. Et là, vous aurez donc une version avec une licence active. Et je profite d'être dans ce dossier pour montrer aussi à quoi servent tous ces dossiers-là, à quoi ils servent. C'est si on a un disque dur qui est configuré pour une autre borne que la sienne, ici on peut retrouver des contrôles 7 standardisés. Donc moi par exemple, c'est un SSD d'une Indy 500, donc c'est avec deux VR buttons et un up-down. Donc ça correspondrait à ça, c'est ça qu'il y a dessus. Mais moi sur mon Initial D, j'ai qu'un seul bouton de vue et j'ai un up-down. Donc il faudrait que je prenne plutôt ce qui est dans ce dossier-là. Donc là, ce qu'il suffit de faire, c'est... donc là, il y a tous les contrôles 7 dedans. Ce qu'il suffit de faire, c'est de sauvegarder celui-là pour être sûr de pas... ce dossier contrôle 7 pour être sûr de ne pas faire de bêtises. On le sauvegarde, on le renomme par exemple en quelque chose, peu importe, n'importe quelle terminaison. Et celui-ci, on le renomme en juste contrôle 7 pour qu'il ait le même nom que ce dossier-là. Et ça fera que tout sera configuré pour votre borne. Et aussi pour mettre à jour Backforce Feeder si jamais on a une version trop ancienne ou qu'on est au courant qu'il y a une version nouvelle. On va tout simplement sur internet, là le PC il est connecté au réseau. Dans les favoris, là il y a Backforce Feeder, on va dessus, on arrive sur le GitHub de NJZ3 et directement à la page de téléchargement du dernier BFF. Et là on prend la toute dernière version qui est ici. Troisième chose à faire, c'est ouvrir Backforce Feeder. Donc ici, clic droit, afficher. Et vérifier donc dans l'onglet Append Hardware ou Appli et Matériel, en haut à gauche, qu'on a tout paramétré comme il faut. Donc ici, il faut que rien ne soit coché dans cette zone-là. Donc ici, pas coché, pas coché, pas coché et pas coché là-bas. Et ici, il faut qu'on ait choisi les bons réglages. Donc là, moi, c'est une carte MIDI, donc là, c'est sélectionné comme ça. Si on veut changer, on clique sur le bouton vert qui passe en rouge. Là, on peut changer dans le menu déroulant et on choisit celui qui nous intéresse. Donc moi, je prends ça et on relance avec ce bouton rouge. Autre chose importante, c'est connaître sur quel port COM le PC va communiquer avec la servoboard. Moi, c'est le COM 8. Je vais vous montrer comment on fait pour trouver ça. Donc pour trouver son port COM, on va dans Windows, en bas à gauche, paramètres, périphérique, appareil Bluetooth et autres par exemple. Et là normalement il suffit d'attendre, voilà. Et là on voit plusieurs CH340, USB serial CH340. Il y en a un c'est le méga adapteur, l'autre c'est la servoboard, la carte qui communique avec la servoboard. Pour savoir, c'est tout simple, on débranche le port USB qu'on sait être celui qui correspond à la servoboard. Moi, c'est le blanc. Si je débranche, COM 8 disparaît. Si je rebranche, COM 8 réapparaît. Donc, ma servoboard, c'est COM 8. Autre chose importante à faire dans Backforce Feeder, c'est de calibrer chacun de ces axes. Donc, sur la page principale, là, on a choisi l'axe X. On fait éditeur d'axe. Pour le cas du volant, on fait Calibrate Wheel. Et là, on tourne le volant à max à gauche. On fait suivant. Et ensuite, ce qu'il y a à l'écran pour calibrer. Donc, je fais ça de suite. Voilà, j'ai fait la procédure. Je sauve en faisant OK. Et ensuite, je fais pareil avec l'accélérateur. Y, c'est l'accélérateur et Z, c'est le frein. Donc, je choisis Y, éditeur d'axe. Et cette fois, c'est Calibrate Pédale. Et ensuite, ce qu'il y a écrit aussi. Je le fais. Voilà, je viens de calibrer mes trois axes. Et ça, c'était dans le contrôle 7. Ça, c'est le liste des contrôles 7 dans le défaut.
Et du coup, ces changements, ils sont faits que pour ce contrôle set. Et là, on va les dupliquer partout, puisque ces réglages, ils sont propres à la borne. C'est à faire une fois à chaque fois qu'on met un nouveau PC ou un nouveau disque dur dans une nouvelle borne. Voilà, donc je vais dans Données. Là, j'ai Exploré. On voit qu'il y a marqué 1, sélection de la source, donc c'est défaut, c'est là que j'ai fait mes réglages. 2, sélection des données, donc là on prend que les axes, tous les boutons, tout ça c'est pas la peine de le modifier, donc je coche que les axes, je fais OK. Ensuite, sélectionner les cibles, en haut à droite il y a tout, donc je clique sur tout, clac, ça sélectionne tout. Et là il y a marqué lancer la copie en numéro 4, je la lance. Et ça me dit que ça a copié partout. Et est-ce que je peux valider ça avec le clavier? Je vais voir. Ouais, j'ai fait entrer avec le clavier et ça a marché donc. Et voilà. Et donc je peux quitter l'explorateur de fichiers. Et là, tous mes contrôles 7 ont les réglages pour la borne. Je viens de redémarrer le PC avec tous les bons réglages qu'on vient de faire. Et on va voir comment ça se passe. On va tout laisser faire par défaut. On va avoir Hyperspin et on devrait avoir Back Force Feeder qui se lance. Et normalement un init du volant. Voilà. Dernière petite chose avant de pouvoir relancer un jeu, moi vu que j'ai un PC peu puissant avec pas de carte graphique, je vais lui faciliter la tâche en allant modifier pour le cas de l'émulateur Supermodel. Je vais dans Racecab, émulateur Supermodel, config, supermodel.ini, clic droit modifier. Et là, on va changer un paramètre qui est le New 3D Engine. On va mettre false pour que ça soit l'ancien moteur 3D qui est moins gourmand, moins performant mais moins gourmand. De façon à ce que ça tourne mieux, parce que sinon c'est pas assez fluide avec mon PC peu puissant. L'autre façon de faire, c'est quand on lance en ligne de commande, c'est de rajouter l'argument -legacy 3D en un seul mot. Et ça c'est équivalent à faire ce que je vais faire. Voilà, je viens de taper false pour le New 3D Engine. Fichier enregistré. Et voilà. Et maintenant, on peut lancer Hyperspin à la main ou redémarrer le PC pour qu'il redémarre sur Hyperspin ou encore lancer un jeu à la main. Moi, je vais faire ça. Donc, je vais dans Racecab, Emulator. On va rester sur du Supermodel et on va lancer Daytona USA 2. Et voilà, je vais vous montrer une partie. Et voilà, il tourne correctement puisque c'est le Legacy 3D comme moteur. Tous les boutons marchent direct, il n'y a rien à faire de spécial. Et j'ai du retour de force. Et voilà. Donc j'ai du retour de force. Réglé un peu trop fort, donc faudra y revenir. Désolé pour le flash en plein milieu. Un autre gros classique. Et au passage, j'ai pas montré, mais les lampes elles fonctionnent sans réglage particulier.
Forcément, pour une borne Initial D, je lance Initial D en émulation cette fois. On va regarder un peu la tracte. Oh, mon PC est pas assez puissant. Vu que Initial D tournait pas assez bien avec mon PC peu puissant, je vais rajouter une GTX 1050 qui a le mérite d'être pas chère et low profile, donc ça va rentrer dans mon PC Small Form Factor. Par contre, il n'y a pas de sortie VGA, donc je vais aussi utiliser un adaptateur DisplayPort vers VGA, sachant qu'il existe aussi les adaptateurs HDMI vers VGA, mais il faut qu'ils soient modifiés. Donc pour ça, il faut prendre ceux de LG Z3 ou Bandicoot. La voici installée. En fait, avec l'épaisseur du ventilateur, j'ai pas pu la mettre là, ça passait pas avec la lime, donc j'ai mis un câble de déport. Et la voilà installée. On va l'essayer. Et voilà, c'est beaucoup mieux avec une carte graphique. Ben voilà, c'est beaucoup mieux. C'est parfait même. Je profite d'avoir une carte graphique pour du coup sortir d'autres jeux plus gourmands. Bon voilà, je pense vous avoir montré tous les aspects essentiels pour convertir une borne, en tout cas une borne JVS. Et je vous dis à bientôt.